Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors nous allons commencer cet échange pour cette troisième session de ce second cycle que nous organisons ici avec le parrainage de l'initiative Avenir commun durable. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, nous aurons une table ronde qui concernera plutôt un sujet un peu différent de la dernière fois, puisque cette fois-ci nous tournons vers une question plutôt économique et sociétale, qui concerne donc, comme vous pouvez le voir ici, trois termes que nous considérons très importants, pauvreté, nature et résilience, qui caractérisent des différentes sociétés. Donc nous allons vous faire une courte présentation, puis ensuite nous passerons aux échanges. Pour commencer, je vais vous expliquer et vous présenter un paradoxe, ou plutôt plusieurs paradoxes que nous avons retrouvés au travers des différentes ressources que nous avons consultées. Il y a un premier paradoxe qui concerne qui traverse toute la politique climatique. Les populations qui, sont le moins responsables du dérèglement climatique actuel et du changement climatique sont celles qui subissent le plus. Il va de soi que vous voyez actuellement dans les phénomènes les plus impressionnants qui ont lieu sont souvent dans des pays qui malheureusement n'ont pas les infrastructures suffisantes pour pouvoir survivre, tout simplement. Je vais vous soulever donc un autre paradoxe qui cette fois-ci concerne plus l'économie actuelle et les publications vis-à-vis de l'économie actuelle, puisque pendant longtemps, l'économie de l'environnement a été considérée comme une discipline périphérique de la science économique, comme si la nature et la justice sociale n'étaient pas des variables d'ajustement, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont précisément celles qui déterminent la résilience de nos sociétés. Il y a donc ce concept que nous avons remarqué ici de « publish or perish », qui indique donc une augmentation du nombre de publications et que si vous ne publiez pas, c'est quelque chose d'assez connu au niveau des scientifiques, eh bien vous disparaissez de la littérature scientifique et vous disparaissez des écrits. Un dernier petit paradoxe que nous avons relevé, qui vient donc directement du rapport de l'IHLEG, c'est que l'Afrique abrite 60% des meilleurs gisements solaires, c'est un petit exemple mais qui vous permettra aussi d'y réfléchir, mais reçoit moins de 2% des investissements pour une énergie propre, des investissements donc mondiaux. Voici toute l'ampleur des paradoxes. Ensuite, pour faire un petit lien, nous avons fait un petit triptyque qui sont en lien donc avec ces mots-clés que j'ai évoqués en introduction, pour cadrer la discussion. Alors tout d'abord, vous avez la pauvreté. C'est une pauvreté, donc ce n'est pas seulement une question de revenu, on peut toujours penser que c'est une chose du revenu salaire moyen, mais c'est aussi une exposition asymétrique au choc, une faible capacité d'adaptation, comme je le mentionnais précédemment, et une dimension intergénérationnelle. Les choix que nous faisons aujourd'hui pèsent sur ceux qui n'ont pas voix au chapitre, finalement. Ensuite, vous avez la nature. C'est là que se joue un déplacement conceptuel majeur sur lequel nous reviendrons, évidemment. On est passé d'une nature pensée comme un stock de ressources à exploiter à une nature comprise comme un ensemble de fonctions régulatrices sans substitut, donc le climat, la biodiversité, les cycles du carbone et l'eau et plein d'autres choses. Et enfin, la résilience, capacité d'un système à absorber un choc sans s'effondrer, mais c'est aussi, on le verra, un mot valise qu'il faut parfois un peu interroger. Je vais vous donner ici quelques petits chiffres et petits ordres de grandeur. Vous avez, pour donner une mesure de ce dont on parle, le rapport IHLEG, donc, que j'évoquais précédemment, estime à 6 500 milliards de dollars par an d'ici 2030 les besoins mondiaux d'investissement dont nous aurons besoin. Sur ce total, environ 2400 milliards concernent les pays émergents et en développement, hors Chine, puisqu'il va de soi que, ce qu'on voit dans tous les médias, la Chine investit déjà massivement dans la transition énergétique de par sa possession notamment sur le marché du solaire ou de l'éolien. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les co-bénéfices et coûts évités d'une transition bien menée représenteraient entre 15 à 18% du PIB mondial, donc à l'horizon 2030, des économies qui sont donc non négligeables.
Autrement dit, donc la question n'est pas tellement peut-on se le permettre, mais plutôt qui paye, qui en bénéficie et qui est dans une catégorie à part. Et quel est le calendrier ? Alors, à l'instant, Henri vient d'évoquer un déplacement conceptuel de notre manière de nous représenter la nature en tant que société, qui est assez intriqué à un changement de paradigme. Pendant longtemps, l'économie, elle a plutôt pensé la nature comme un stock de ressources qu'on exploite jusqu'à l'épuisement. Et l'ensemble de la pyramide économique, elle a été hiérarchisée selon la disponibilité et la rareté de la ressource considérée. Et le déplacement contemporain, il consiste à comprendre la nature plutôt comme un ensemble de fonctions régulatrices, plus que comme un stock sans substitut technologique. Donc, par exemple, le climat, la biodiversité, les cycles du carbone, l'eau, la pollinisation, la fertilité des sols, etc., sont des fonctions qui dépendent de la viabilité de nos sociétés et que rien, pas la technologie, ne peut remplacer. Donc, la conséquence qui est importante pour notre sujet, c'est que la pauvreté, ce n'est pas seulement une affaire de revenus monétaires, mais c'est aussi une affaire de perte d'accès aux fonctions régulatrices du vivant, les sols dégradés, le contaminé, le climat social devenu inhabitable, etc. On fait également face à un déplacement politique, une transition climatique qui ignore les inégalités, elle est politiquement intenable, puisque l'expérience des Gilets jaunes, par exemple, à l'échelle nationale, l'a montré. Une taxe carbone qui a été perçue comme injuste socialement, elle déclenche une crise politique assez marquée. À l'échelle internationale, la tension elle est encore plus flagrante, puisque les pays les moins responsables des émissions historiques sont à la fois les plus exposés aux conséquences et les moins outillés pour financer leur propre transition. Donc le rapport IHLEG dont Henri a parlé, qui chiffre à peu près à 1000 milliards de dollars, énorme, par an, le financement externe nécessaire aux pays émergents et en développement d'ici 2030. Donc l'enjeu, c'est de passer d'un principe, celui des responsabilités communes et différenciées. Donc, je rappelle ce que c'est le postulat que les dommages environnementaux sont issus de l'industrialisation de certains pays, et donc il serait injuste de soumettre les pays en développement aux mêmes mesures coercitives et contraignant à la réparation des dommages. Donc, il faudrait passer du principe de responsabilité commune et différenciée, qui a été fondateur de la Convention climat en 1992, à des mécanismes concrets de financement. Donc, sans glisser vers ce que certains chercheurs appellent une responsabilité déplacée, ce qui serait un scénario où les coûts de la transition basculent finalement vers les pays du Sud. Donc, cette table ronde va être l'occasion on va se poser quelques petites questions. Alors, 3 questions ouvertes qui vont structurer le débat de ce soir. Vous les avez à l'écran. Donc, comment penser ensemble trop de carbone fossile et pas assez le carbone vivant? Faut-il monétiser la nature pour la protéger? Et enfin, la résilience est-elle un horizon politique ou un alibi à l'inaction? Messieurs, je vous laisse rejoindre le pupitre. Oui, tout à fait. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous allons vous laisser vous présenter si vous le souhaitez bien. Je commence. Bon, moi, je m'appelle Christian de Pertuis. Je suis prof d'économie à l'université Paris-Dauphine. Vu mon âge avancé, ce qu'on appelle émérite, c'est-à-dire que l'université arrête de vous payer quand vous avez atteint l'âge fatidique de 67 ans, j'ai complètement changé ma façon de faire de l'économie en 2001, entre 2001 et 2003, après avoir rencontré les climatologues, Jean Jouzel et quelques autres. Et depuis cette époque-là, j'axe à la fois mes travaux de recherche, mes enseignements, mes engagements citoyens, pour essayer de mettre l'économie au service de l'action face au dérèglement climatique et biodiversité que vous avez fort bien introduit. Et je vous remercie au passage de votre invitation. Eh bien, moi, je vous remercie aussi pour l'invitation. Moi, je suis chercheur au CNRS et j'ai pas mal bourlingué, en fait, parce que j'ai travaillé dans différents endroits, un peu partout en France et aussi un peu à l'étranger. Notamment, j'ai passé 10 ans aux États-Unis. Et j'ai travaillé, pour commencer, sur les questions de justice sociale.
et la définition de l'équité, qui est un thème assez intéressant en économie, ou comment définir l'équité quand on a des populations qui ont des besoins ou des projets de vie différents, avec des ressources multidimensionnelles. Voilà, donc des études plutôt théoriques, plutôt mathématiques. Et puis, j'ai été amené à participer au 5e rapport du GIEC. Et ça m'a amené à travailler par la suite avec des collègues sur l'économie de l'environnement. Avant, je travaillais plutôt sur le social. Et après, j'ai aussi intégré la dimension environnementale en essayant de, justement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, là, d'intégrer dans l'étude des questions environnementales la question sociale, et notamment la question des inégalités, qui est incontournable. Mais on y reviendra sûrement. Très bien. Je vous remercie. Première question, et pas des moindres. Faut-il monétiser la nature pour la protéger ? Et finalement, oui, est-ce que les services écosystémiques, le prix du carbone et la comptabilité environnementale, est-ce que ces outils sont des leviers ou des pièges par rapport donc, à l'inclusion du climat dans les questions économiques ? On vous laisse. Bon. Merci de me demander de commencer. Moi, je vais répondre assez clairement. Les deux. Ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles on utilise ces instruments. Alors, moi, ma façon de raisonner est un peu différente, suivant qu'on va considérer ce que j'appelle le carbone fossile ou le carbone vivant. Sur le carbone fossile, en gros, 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, sont à l'origine de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, on n'a aucune chance de stabiliser le thermomètre si on ne sort pas très rapidement nos systèmes économiques et nos systèmes sociaux de cette dépendance à l'énergie fossile. Pour le carbone fossile, je pense que l'instrument de la tarification carbone est un très bon instrument à condition d'être introduit de façon cohérente. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas la taxation ou le niveau du prix du carbone qu'on va mettre en place, c'est l'usage qu'on va faire des ressources qui proviennent de cette tarification carbone. Je rebondis sur la taxe carbone en France et les gilets jaunes, puisqu'il se trouve que j'ai été à l'origine de l'introduction de cette taxe carbone en 2014, puisque j'avais présidé le comité pour la fiscalité écologique. Et c'est sur la base des propositions que j'avais formulées au gouvernement à l'époque que cette composante carbone a été introduite par la loi de finances de 2014. Dans les propositions que j'avais faites au gouvernement, j'avais clairement indiqué qu'il fallait redistribuer soit 35% du produit de la taxe carbone si on limitait la redistribution aux 4 premiers déciles de revenus les plus bas, soit 75% du produit de taxe carbone si on voulait faire une redistribution plus large pour éviter que la taxe carbone ne soit pénalisante pour les bas déciles de revenus. Le gouvernement a pris le volet taxe, il n'a pas pris le volet redistribution. Donc, à mes yeux, le mouvement des Gilets jaunes qui a été provoqué par, pas que la taxe carbone, hein, parce qu'il y avait le prix du diesel qui a joué un sacré rôle là-dedans, le mouvement des Gilets jaunes trouve sa source dans un système où on n'a pas redistribué la taxe carbone et dans un système où on n'a absolument pas communiqué sur l'instrument entre 2014 et 2018. Cette redistribution d'une tarification carbone à l'intérieur des pays trouve son pendant possible au niveau international, puisque, à l'évidence, si on met une tarification carbone sur le carbone fossile, on va générer des ressources beaucoup plus importantes dans les pays industrialisés. Et si on redistribue ces ressources vers les pays moins avancés, dont vous avez rappelé la position par rapport au réchauffement climatique, alors on a un instrument qui est tout à fait intéressant parce qu'il peut coupler les bonnes incitations économiques avec des règles minimum d'équité sur lesquelles mon voisin de gauche est beaucoup plus spécialiste que moi. J'ai le droit de dire 2 mots sur le carbone vivant ou c'est trop... Vous m'arrêtez si je suis trop long, hein, parce que vous savez, moi je suis passionné par ces choses-là, donc je peux être trop long. Sur le carbone vivant, c'est quoi le carbone vivant? C'est le cycle
du carbone, qui démarre avec la photosynthèse grâce aux végétaux, puisque nous-mêmes, animaux, nous ne savons pas utiliser le carbone atmosphérique pour notre croissance, et qui ensuite, via toutes les transformations dans les chaînes alimentaires, agricoles, forestières, va transformer ce carbone et va permettre en fait le fonctionnement de la vie. Donc sur le carbone vivant, le problème n'est pas d'introduire de la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Le problème, c'est de réintroduire de l'abondance. Mais pas de l'abondance de biens et services liés à l'énergie fossile, de réintroduire de l'abondance du vivant. Et donc, sur le carbone vivant, avec les problèmes très connus et très médiatisés de la déforestation et nettement moins connus des systèmes agricoles, et notamment des liens entre les systèmes agricoles, la forêt, les sols, etc., là, on est sur des méthodes qui, à mon avis, ne peuvent pas être traitées sur la base d'une monétisation des systèmes. C'est des systèmes beaucoup plus complexes. On peut essayer d'introduire une valeur liée à la diversité biologique, mais good luck quand on va rentrer dans le réel, parce que sur le carbone fossile, vous avez un espèce d'étalon universel qui est l'équivalent CO2. Sur la biodiversité, il est beaucoup plus difficile de trouver les instruments permettant de donner une valeur à la biodiversité, puisque cette valeur est toujours dépendante des contextes, notamment des contextes écosystémiques, qui sont évidemment totalement différents entre le bassin parisien, la plaine dans la périphérie d'Alger, dans la forêt amazonienne. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, et la monétisation sur le carbone vivant a souvent donné des désastres en matière d'application, notamment lorsqu'on pensait avec quelques crédits carbone pouvoir reboiser des milliards d'hectares, etc. Voilà. Moi, j'ai envie de revenir sur l'expression de piège que vous avez utilisée dans la question. Effectivement, il y a des pièges dans l'utilisation de l'outil monétaire ou de la mesure monétaire. Je voudrais notamment en évoquer 2. Il y en a un qui est effectivement en rapport avec la question des inégalités. Lorsqu'on met en place une taxe sur des comportements de pollution, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, etc., beaucoup de gens réagissent en disant « oui, mais c'est injuste parce que les riches peuvent toujours continuer à garder leur comportement de pollueur et payer la taxe, et pour eux, ça ne les gêne pas. » Donc ça introduit une inégalité dans l'accès à certains comportements, et cette inéquité paraît particulièrement révoltante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin qui n'est pas très bien pris en compte par les analyses économiques standards, mais qui joue un rôle, je pense, assez important dans l'acceptabilité politique de certaines mesures, et notamment de mesures de type fiscal. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et lorsque les économistes s'intéressent à la question est-ce qu'il faut une politique en termes d'incitation financière sous forme de taxes ou de subventions à des comportements vertueux, ça peut aller dans les 2 sens, ou est-ce qu'il faut plutôt une politique de réglementation un peu plus directe et brutale avec des normes, des interdictions, des choses comme ça? Eh bien, les économistes ont tendance à dire oui, les normes, ça ne marche pas très très bien parce que ça s'applique de façon uniforme, un peu aveugle, à tout un tas de parties prenantes, d'acteurs, qui peuvent avoir des conditions sous-jacentes de mise en œuvre de ces normes qui sont très différentes. Et donc ça introduit des inefficacités au sens où la même norme qui s'applique à tout le monde de façon indifférenciée, ça va introduire un coût très élevé pour certaines personnes lorsque les conditions de comportement vertueux sont plus compliquées. Pensez par exemple aux gens qui habitent à la campagne et qui ont besoin de se déplacer avec une voiture et ne peuvent pas faire autrement par rapport à des Parisiens qui peuvent se débrouiller sans aucune voiture. Voilà, donc il peut y avoir des inégalités de ce genre. Et donc les normes peuvent paraître inefficaces de ce point de vue, alors que lorsqu'on introduit des incitations financières, eh bien, tout le monde va se caler sur cela, et en fonction des besoins sous-jacents, en fonction des coûts personnels que les différents acteurs peuvent avoir, eh bien, ils vont s'ajuster. Et donc, c'est beaucoup plus efficace, et ça permet notamment de réduire le coût total d'ajustement des comportements dans l'ensemble de l'économie. Donc, voilà des
des considérations qui sont à prendre en compte. Et donc je dirais effectivement, il y a un piège là dans lequel, d'une certaine façon, l'analyse économique traditionnelle est souvent tombée, qui consiste à dire l'instrument monétaire, ça va très bien, et c'est très efficace parce que ça permet de minimiser le coût global, mais ça néglige ces questions d'équité, et ça néglige finalement l'attrait que peuvent avoir des normes plus directes, moins économiques, pour certaines populations qui peuvent considérer que c'est au fond plus juste. Si c'est interdit pour tout le monde, c'est interdit pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, eh bien on est soumis à la même règle. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège qui peut survenir lorsqu'on monétise les choses, et là je m'intéresse plutôt à la question de la mesure, ce qu'évoquait Christian tout à l'heure sur, voilà, par exemple, la mesure de la biodiversité ou de la valeur des écosystèmes, des choses comme ça. Là, il y a un piège qui est souvent soulevé, avec raison, qui est que ça peut rendre, si on dit, voilà, tel écosystème, ça vaut tant, eh bien, ça introduit une sorte de fongibilité entre cet écosystème et le reste de l'économie. Et donc, l'exemple le plus saillant de ce type de problème, c'est lorsqu'on calcule l'ensemble des valeurs de capitaux que l'on lègue à la génération suivante, en mêlant ensemble les capitaux construits de façon industrielle, par exemple, les bâtiments, les équipements et tout ça, et les capitaux naturels, les stocks qui sont dans les écosystèmes sous diverses formes, sous forme de fonctions régulatrices, ou sous forme de stocks de biomasse, etc. Et donc, si on met des euros sur tout cela et qu'on additionne tout cela, on a l'impression que si on fait suffisamment d'efforts en matière d'investissement en bâtiments, en équipements, en R&D, etc., eh bien, ça peut compenser n'importe quel niveau de destruction sur la nature. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est a priori très inquiétant. Et on s'aperçoit, oui, que certaines applications de ce type de mesures, ce qui s'appelle notamment dans les calculs, dans les statistiques de la Banque mondiale, l'épargne nette ajustée qu'on calcule, c'est-à-dire quelle est la variation du capital que l'on lègue aux générations suivantes ou à l'année suivante quand on raisonne année par année. Et la Banque mondiale agrège effectivement l'ensemble des capitaux. Elle intègre aussi le capital humain, c'est-à-dire le niveau de formation, le degré d'éducation des populations humaines. Et les chiffres qu'elle obtient sont des chiffres qui sont, de façon très inquiétante, extrêmement rassurants, si je peux dire, dans un paradoxe. Voilà, c'est des chiffres qui disent qu'en gros, tous les pays sont pratiquement sur une trajectoire soutenable parce qu'ils laissent plus au futur qu'ils n'ont reçu de leurs prédécesseurs. Et donc, d'un certain point de vue, tout va bien. Le taux d'épargne nette est très élevé dans la plupart des pays, y compris dans des pays comme les États-Unis, l'Arabie saoudite, etc. Tous ces pays sont extrêmement soutenables d'après ces statistiques. Donc, évidemment, ça pose question. Alors, où est l'erreur, où est le piège dans cette affaire-là? Eh bien, l'erreur, elle vient du fait que la valeur que l'on met sur le capital naturel, dans la théorie, si on appliquait bien la théorie économique, et c'est là que je me retrouve souvent à défendre la théorie économique contre les applications qui en sont faites, si c'était bien fait, eh bien cette valeur dépendrait vraiment de l'impact que ce qu'on fait, des destructions que l'on inflige à ces capitaux, l'impact que ça a sur les perspectives futures. Et cet impact peut être très fortement non linéaire. C'est-à-dire que quand on atteint un certain niveau de seuil de destruction, eh bien, on peut avoir des conséquences qui deviennent exponentiellement plus importantes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on appliquait bien la théorie, on pourrait toujours donner une valeur monétaire à ces impacts ou à ces capitaux naturels, mais il faudrait que cette valeur fluctue, varie en fonction de ce qu'on prévoit comme conséquence dans la destruction de ces capitaux. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on s'approche d'un seuil critique, il faudrait que la valeur de ces capitaux, elle explose et qu'elle aille pratiquement jusqu'à l'infini pour être sûr qu'on donne toute l'importance qu'il faut à ces capitaux et éviter qu'on atteigne et qu'on dépasse les seuils critiques au-delà desquels des choses irréversibles peuvent se produire. Donc voilà, je voulais évoquer ces deux pièges-là et un peu la difficulté à, je dirais, bien faire de l'économie pour prendre en compte toutes les considérations pertinentes et ne pas le faire de façon brouillonne ou un peu sauvage et qui peut aboutir à des conséquences effectivement inquiétantes
et rebutante pour le public. Les gens ont une image assez négative de l'économie, je dirais, parce que malheureusement, beaucoup de pratiques ne sont pas tout à fait à la hauteur de la théorie. Très bien, justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport justement à un piège qui pourrait être supplémentaire. En y réfléchissant, donc on compare souvent biodiversité, et notamment on pense à l'IPBES, mais aussi donc au COP, donc sur le climat. Il y a donc l'IPBES a été créé, il me semble, en 2012, quelque chose de très récent par rapport au COP, donc qui concerne plus la biodiversité, hein, pour bien évoquer au public. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose, justement, vous parliez du chiffrable, et donc du fait que donner un chiffre sur quelque chose pour lui donner une valeur, mais il y a parfois des biodiversités qui sont non estimables, qui ne rapportent pas du tout d'un point de vue monétaire. Et j'ai quelque chose par ailleurs, un petit paradoxe qui me vient en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le climat, qui reste donc plus chiffrable, dans tous les cas prenne le dessus, et que finalement la biodiversité, qui pourtant joue un rôle majeur, on l'a vu dans la conférence précédente, notamment pour les microbes, sont des choses qui sont essentielles pour la vie, et pourtant le climat nous paraît quelque chose de beaucoup plus sensé et beaucoup plus chiffrable. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe là-dedans, et une biodiversité qui risque d'être effacée? Christian, veux-tu que je commence et après tu Oui, peut-être, hein, comme tu veux. Ça permettra de répondre à ce que tu dis. Eh bien, en fait, effectivement, vous avez raison, c'est plus facile pour le climat, et Christian l'a un peu dit déjà tout à l'heure. Le climat, c'est quelques quantités assez simples, hein. Il y a des quantités de carbone fossile, et on connaît les conséquences, l'émission, le fait de brûler du carbone fossile. On sait à peu près mesurer ce que ça fait aux températures moyennes du globe sur un calendrier de plusieurs décennies et même de plusieurs siècles. Donc, on peut essayer de chiffrer ça. Alors, c'est quand même difficile. C'est pas si simple que ça, le climat. C'est quand même difficile parce que les impacts du changement climatique eh bien, sont difficiles à évaluer. Les études empiriques qui sont faites pour essayer de les chiffrer, elles peuvent difficilement lire dans une boule de cristal ce qui va se passer sur la planète du futur. Donc, elles regardent le passé. Et avec le passé, on a une image qui est potentiellement assez imparfaite de ce qui risque de se passer quand des changements assez complexes dans le système, par exemple si la circulation océanique est perturbée en même temps que d'autres aspects du climat, eh bien, les choses peuvent être très compliquées. Et il y a des modèles qui peuvent décrire ce qui se passe, mais les conséquences sur la société humaine, là, c'est beaucoup plus difficile à modéliser. Et du coup les estimations de ce que ça donnera en termes, par exemple, de perte de PIB, ou en termes de mortalité supplémentaire, ou en termes de conflictualité supplémentaire, parce que c'est aussi les systèmes politiques qui vont être perturbés. Ils le sont déjà à cause de phénomènes de type sécheresse, de type catastrophe naturelle. Donc, même le climat, c'est déjà compliqué, parce que les conséquences du changement climatique sur la politique, sur la société, sur l'économie, ne sont pas si faciles à évaluer. Il y a eu des travaux récents qui ont multiplié par 6 l'estimation qui était faite traditionnellement des coûts liés au changement climatique. Donc donc c'est encore très débattu, très controversé, il y aurait des anecdotes à raconter sur l'influence de certains pays qui cherchent à mettre le couvercle sur certaines estimations un peu alarmistes. La biodiversité, vous avez raison, effectivement, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que, alors que pour le climat, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est finalement la réaction de la société humaine, de l'économie, de la politique au changement de température. Dans le cas de la biodiversité, c'est le système physique lui-même qu'on comprend mal. Parce que, comme c'est une question de fonction régulatrice, comme vous le disiez, il y a des composantes des écosystèmes dont on ne sait pas très bien quelle est la fonction, parce que ces fonctions sont interdépendantes avec les autres composantes. Et cette interdépendance est très compliquée. Elle est aussi très localisée. Dans le cas du climat, si j'émets une tonne de carbone à Paris, cette tonne de carbone, elle aura la même conséquence à terme qu'une tonne de carbone émise à Sydney. Alors que si on détruit une forêt dans la région parisienne, ce n'est pas du tout la même chose que détruire une forêt du côté de Melbourne. Donc voilà la difficulté, le chiffrage des conséquences, enfin le chiffrage de la valeur pour la société, pour les êtres vivants, on peut aller au-delà des êtres humains d'ailleurs, de la santé des écosystèmes, c'est très, très compliqué.
Et donc, on a une difficulté supplémentaire. Et donc, vous avez raison, le risque, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des consensus qui émergent sur la valeur de la tonne de carbone. En gros, les gens se mettent plutôt d'accord sur, voilà, pour l'année 2030, ça devrait être tant, 2040, ça serait tant, etc. On n'a pas du tout ce type de consensus sur la biodiversité. Et d'ailleurs, l'objet même, on chiffrerait quoi, puisque c'est chaque écosystème qu'il faudrait chiffrer, qu'il faudrait valoriser. Donc ça, c'est un gros handicap, et le risque est effectivement que du coup, ce soit moins bien pris en compte. Je peux donner un exemple aussi peut-être personnel, très concret. Il se trouve que je préside au commissariat à la stratégie et au plan un comité scientifique sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. C'est-à-dire quelles sont les méthodes pour évaluer l'impact positif, négatif des investissements publics. Il faut, pour tous les investissements, il doit y avoir une évaluation ex ante qui donne cette valeur. Eh bien, ce comité, je viens de prendre la succession de Roger Guenry, qui était prof au Collège de France auparavant et qui a présidé ce comité jusqu'à récemment. Ce comité n'est toujours pas capable d'avoir des propositions très concrètes sur la valorisation de la biodiversité. C'est vraiment un caillou dans notre chaussure, contrairement à beaucoup d'autres aspects pour lesquels on est capable de faire des propositions concrètes. Donc voilà, donc ce problème est vraiment un problème qui embête tout le monde. Alors, moi, je vais apporter un regard un peu différent. J'ai commencé par le climat en 2003-2004, les émissions de CO2, le carbone fossile. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et depuis 10 ans, je travaille de plus en plus avec les gens du Muséum national d'histoire naturelle, le carbone vivant. Et je pense que la question climatique est intrinsèquement liée à la question de la biodiversité, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce que, d'abord, il n'y a pas que les émissions de CO2 du carbone fossile. Il faut quand même avoir en tête que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement important et que la première source d'émissions du méthane, c'est les systèmes agricoles, aggravés par un peu ce qu'on fait dans les zones humides. Et donc en réalité, la question des systèmes agricoles, elle est très fortement sous-estimée dans les questions climatiques, surtout si on regarde le Sud. Parce que quand vous regardez par exemple un pays comme le Brésil, carbone fossile, c'est même pas le quart de ses émissions. Et si vous regardez... bon, donc là, il y a vraiment, je pense, une petite révolution intellectuelle à faire, c'est que la biodiversité joue l'affaiblissement de la biodiversité joue un rôle extrêmement important comme cause d'accélération du réchauffement climatique. Et donc, si on n'agit pas sur la biodiversité, on n'a aucune chance de stabiliser le thermomètre. Et donc, le lien entre climat et biodiversité, il est bidirectionnel. Alors qu'en général, dans les modèles, c'est représenté, vous avez le climat, et le climat va avoir un certain nombre d'impacts, dont un affaiblissement de la biodiversité. En réalité, l'affaiblissement de la biodiversité accélère le réchauffement climatique. Et on n'a aucune chance de gagner la bataille du climat si on ne gagne pas la bataille contre l'érosion de la biodiversité. Donc ça me paraît être le premier point, et les exemples sont très, très concrets, notamment tous les exemples sur le méthane. Le deuxième volet, c'est que si on intègre bien ce volet biodiversité, système agricole, on va tout de suite rejoindre les questions d'équité que vous avez montrées, hein, puisque l'une des raisons majeures pour lesquelles les pays du Sud sont incroyablement plus fragiles par rapport au réchauffement climatique que les pays du Nord, c'est leur fragilité des systèmes agricoles et leur fragilité alimentaire. C'est pas uniquement qu'ils ont c'est pas parce qu'ils ont moins d'infrastructures en raffinerie ou en béton, non, c'est parce que leur système agricole, qui représente souvent 50 ou 60% du PIB, est beaucoup plus impacté par le réchauffement climatique. Le troisième point que je voulais dire, c'est le phénomène des rétroactions climatiques. En gros, quand on essaye de comprendre le lien entre les émissions de carbone fossile et l'évolution du thermomètre, comme diraient les économistes, il y a un résidu. C'est-à-dire que
On ne peut pas expliquer sur les 2 dernières décennies l'évolution de la température mondiale par la seule évolution des émissions de carbone fossile. C'est quoi alors, comme en économie, du reste, ce résidu, c'est souvent le plus important. Ces résidus, c'est qu'il y a des rétroactions climatiques et qu'on est déjà rentré dans un système où l'affaiblissement de quoi? L'affaiblissement de l'abondance du vivant génère des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, et là où c'est le plus évident, c'est sur les puits de carbone. La forêt française absorbe aujourd'hui à peu près la moitié du carbone qu'elle absorbait il y a 15 ans, il y a 20 ans. On continue à augmenter les surfaces, mais simplement la croissance des arbres est plus lente à cause de tas de phénomènes qui sont soit directement climatiques, avec les sécheresses qui freinent la croissance des arbres, soit indirectement climatiques avec les incendies qui sont plus fréquents, et surtout la remontée des invasifs, puisque le réchauffement climatique provoque la remontée d'un certain nombre d'invasifs qui prolifèrent. Alors ça, c'est un petit truc, mais si vous regardez les puits de carbone dans le monde, on a une rétroaction extrêmement importante. Et comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? Il ne s'agit pas de mettre de la rareté sur le pétrole et le gaz, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité dans tous ces milieux. Et là, j'ai parlé avec des continents. Parce qu'il y a un angle mort incroyable dans tout ça, c'est l'océan. Je rappelle qu'en ordre de grandeur, vous avez sur tous les écosystèmes terrestres à peu près l'équivalent de 4 fois le CO2 qui est dans l'atmosphère. Dans l'océan, c'est 48 fois. L'océan est de très loin le plus grand puits de carbone. Et donc, on sait que des activités anthropiques, des activités humaines qui affaiblissent la biodiversité marine, fragilisent ce puits de carbone. Et donc là, on a un exemple incroyable, et ça c'est très bien documenté dans l'IPBES, et la première cause de l'affaiblissement de la biodiversité marine, c'est la surpêche. Et donc on voit bien que si on n'agit pas très directement sur cette protection des puits de carbone terrestres et océaniques, on n'a aucune chance de stabiliser le climat. Donc vous voyez combien cette interaction est forte entre le climat et la biodiversité, et derrière ça, via les systèmes agricoles et aussi les systèmes de pêche, etc., vous avez des enjeux incroyables d'équité qui concernent les systèmes agricoles, la pauvreté qui est qui est très souvent une pauvreté rurale dans les pays en voie de développement, et surtout la sécurité alimentaire. Et surtout la sécurité alimentaire, qui est quand même les progrès. Moi, je suis administrateur d'une ONG qui fait du développement agricole dans le Sud. Les progrès dans la lutte contre la faim dans le monde ont cessé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On a même, depuis le Covid, au contraire, une remontée du niveau absolu de la faim dans le monde tel qu'elle est mesurée par la FAO. Pour revenir sur la biodiversité, alors il y a un rapport qui a été publié en 2021 par le Trésor britannique, qui s'appelle le rapport Dasgupta, et qui propose de traiter la biodiversité comme un actif dans la comptabilité nationale. Selon vous, est-ce que c'est une révolution de pensée? Moi, je ne suis pas comptable national, mais si vous voulez... good luck, quoi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Jacques Weber, qui était le patron l'un des grands spécialistes de la biodiversité. Il disait la nature n'a pas de prix. Et la nature, c'est comme la Joconde, ça n'a pas de prix. Ce qu'on peut mesurer, c'est le coût des dégradations qu'on fait. Donc, on peut effectivement mesurer localement le coût de dégradation d'un écosystème, mais on peut mesurer une valeur globale, en plus nationale, de la biodiversité, me paraît un exercice pour le moins, je veux dire, intellectuel, quoi. Mais je n'en vois pas même les déclinaisons opérationnelles après. Je vais peut-être rebondir sur cette question. En fait, il y a 2 approches. C'est vrai que le rapport Dasgupta a fait référence à l'approche un peu orthodoxe qui consiste à dire oui, la nature a une valeur, préserver la nature, c'est important pour la société humaine, c'est important pour l'économie, c'est important pour le bien-être des populations, etc. Donc, normalement, on devrait être prêt à payer quelque chose pour garder ça. Donc voilà, cette valeur, ce consentement à payer de la société pour préserver ça, c'est une bonne base pour intégrer ça dans une comptabilité qui pourrait être effectivement quelque chose comme une comptabilité nationale. Alors, malheureusement, avec toutes les difficultés,
qu'on a déjà évoqué, hein, qui est, voilà, on sait bien que c'est très important de préserver la nature, on sait beaucoup moins ce que feraient certains types de destruction, et donc la valorisation reste très théorique et très difficile à faire. Alors, il y a une approche alternative qui a été notamment développée en France, mais ce n'est pas seulement en France, mais qui a été proposée par un comptable national de l'INSEE il y a très longtemps, et qui a été repris par notamment une chaire qui était à Dauphine, je crois bien, Christian, et aussi basée au CIRED, qui consiste à raisonner un peu à l'envers en disant si on détruit un écosystème, combien ça coûterait de le remettre en place, de le restaurer. Et on peut prendre ce coût-là. Donc ça n'a aucun rapport, on ne cherche pas à évaluer les conséquences de la destruction sur la société, sur l'économie, etc. Non, on regarde simplement le coût de préservation ou de restauration de l'écosystème. Et tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait comme dégradation, eh bien, c'est ce chiffre, cette sorte de dette écologique que l'on devrait intégrer dans les comptes. Donc ça, c'est une approche alternative qui paraît plus simple et qui a la faveur d'un certain nombre de personnes proches de la pratique et de la comptabilité. Et aussi, d'ailleurs, dans le comité dont je parlais, on a des collègues qui poussent à utiliser cette approche. Et donc, c'est assez intéressant. En économie, on appelle ça la différence entre, c'est pas très important, mais entre l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'il faut chiffrer les bénéfices pour être capable de valoriser quelque chose. Donc c'est l'approche standard dont je parlais tout à l'heure, qui est très difficile à appliquer pour la biodiversité. Et puis l'analyse coût-efficacité, qui, elle, se donne un résultat et qui dit combien ça coûte d'obtenir ce résultat. Par exemple, restaurer un écosystème, combien ça nous coûterait. Et c'est ce chiffre-là qu'on prend en compte. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit message d'espoir. C'est des approches qui sont moins ambitieuses parce que ça ne tient pas vraiment compte. Si vous voulez, la limite, autant que je déballe toute la complexité, si vous voulez, la limite de l'approche coût-efficacité, de cette deuxième approche, c'est que l'objectif qu'on se donne et dont on chiffre le coût, l'objectif, il est fondamentalement arbitraire. Et donc, on ne sait pas très bien si on veut restaurer tel écosystème, pourquoi tel écosystème et pas tel autre, etc. Donc, quel niveau de restauration? Si ça se trouve, restaurer à l'état ex-ante d'il y a 20 ans, ce n'est pas suffisant, il faudrait faire encore mieux, etc. Donc le problème, c'est la définition des objectifs dont on évalue les coûts. Cette définition, elle est potentiellement arbitraire. D'ailleurs, la politique française en matière de chiffrage du carbone, elle utilise cette deuxième approche. Elle ne regarde pas une évaluation des impacts du changement climatique, elle regarde combien coûte la décarbonation selon une trajectoire qui est fixée par la stratégie nationale bas carbone qui est décidée par le système politique, par le gouvernement. Et donc, si cette stratégie est mauvaise, eh bien, le coût qui découle du calcul du chiffrage de cette stratégie, il est mauvais aussi. Donc, le talon d'Achille de cette deuxième approche, c'est que les objectifs peuvent être éventuellement discutables et controversés. Je peux rajouter un mot sur ce point? Oui. Bon, je trouve ça assez passionnant. L'approche coût-bénéfice, elle risque aussi de conduire à des résultats assez bizarres, puisqu'aux États-Unis, le social cost of carbone, quand l'administration passe d'une administration républicaine à une administration d'une administration démocrate, à une administration républicaine, le coût social du carbone, qui est le prix du carbone par la coût-bénéfice, tombe de 60 ou 75 $ la tonne à 5 $ la tonne. Et puis, au deuxième mandat, vous savez qui préside les États-Unis, on supprime le coût social du carbone. Donc, je pense que la vérité, c'est qu'aucune des deux méthodes n'est imparable. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je m'occupe de ces questions climatiques, que la bonne méthode, c'est la méthode coût-efficacité. Et qu'elle n'est pas totalement tributaire des humeurs du gouvernement si on se base sur les rapports scientifiques. Donc, c'est des scénarios qu'on peut tirer du GIEC, qui sont quand même, je pense, la bonne boussole. Et la stratégie nationale bas carbone, en réalité, elle est l'application française d'une stratégie européenne, puisque les objectifs d'atténuation du réchauffement climatique sont fixés au niveau européen. Donc le dernier en date, c'est le moins 55%, qui a été, je le rappelle,
fixé au Conseil des chefs d'État de décembre 2020. Alors, on a mis quand même en France pratiquement 6 ans à le traduire dans notre stratégie. Enfin, bon, ça, c'est nos problèmes hexagonaux. Bon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Bon. Moi, je pense que j'ai toujours... il me semble que mettre les valeurs du carbone ou un étalon ou de la biodiversité sur lesquels on n'a pas d'étalon dans les comptes nationaux, je ne suis pas sûr que ça ait un impact si important que ça. Ce qui me semble beaucoup plus important, c'est la comptabilité microéconomique. Pourquoi est-ce qu'un prix du carbone est un outil intéressant? C'est parce qu'une fois que vous avez un prix du carbone, s'il s'applique bien à tout, ben vous l'avez dans votre compte d'exploitation et dans votre bilan, si vous voulez. C'est bon. Et sur la biodiversité, autant je pense que l'idée de mettre ces actifs dans les comptes nationaux me paraît difficile et bon, pourquoi pas. Et je ne pense pas que ça changerait beaucoup de choses du reste dans la pratique. Hein, parce que, par contre, si vous arrivez à obliger les entreprises à déjà essayer de mesurer leurs incidences sur les écosystèmes et ensuite à mettre le coût soit de destruction, soit de restauration des écosystèmes dans leur compte d'exploitation, là, ça change quelque chose. Et c'est un peu ça que disait notre collègue de Dauphine dans sa chaire, qui était une excellente chaire, puisqu'elle était à Dauphine. Vous êtes tous deux très critiques du PIB comme indicateur de progrès. Question peut-être un peu naïve, mais quel type d'indicateur autre proposeriez-vous à la place? Moi, je pense qu'on fait une fixation sur l'indicateur du PIB. En réalité, je pense que les citoyens et les citoyennes réagissent essentiellement aux questions qui concernent l'emploi, qui concernent les conditions de vie. Et c'est ça qui fait vraiment, je pense, réagir les gens. Et le PIB, ça, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de gens, hein, le calcul du PIB. Bon, donc, et la question de la transition bas carbone, hein, la transition écologique, c'est quels seront les emplois qui vont être détruits, quels seront les emplois qui vont être créés, est-ce que les emplois qu'on va créer seront de meilleure qualité que ceux qu'on va détruire, et comment est-ce qu'on va faire la transition? Ça me paraît vraiment les questions majeures, quoi. Donc, je n'ai jamais été très intéressé par les questions de changement de calcul du PIB. Et je pense que si on change le calcul du PIB, demain, ça ne va pas changer grand-chose, je pense, dans les relations sociales. Je peux me tromper, mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi. En fait, oui, moi, contrairement à toi, je me suis beaucoup intéressé aux histoires d'indicateurs alternatifs. Mais je suis d'accord avec toi que, effectivement, souvent, on fait un peu mousser cette affaire en disant, voilà, il y a une fixation sur le PIB. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, non seulement les populations, mais aussi les responsables politiques s'intéressent à l'inflation, s'intéressent à l'emploi, s'intéressent à la dette publique, etc. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont pris en compte. Le PIB n'est pas le seul. Oui, mais, et c'est là que je voudrais apporter un bémol à ce que tu disais, Christian, oui, mais c'est vrai que le PIB, c'est quand même un indicateur phare et qui est le reflet d'une sorte de religion de la croissance qui guide vraiment beaucoup de politiques, de décisions à l'échelle macroéconomique nationale et internationale. Donc cette religion de la croissance, il faut en sortir. Et quand je dis la croissance, c'est en fait, voilà, vous savez, il y a ces débats sur croissance, décroissance, etc. Donc je vais essayer de la faire courte, mais parler de décroissance, c'est quand même un peu déprimant. Et est-ce qu'on est sûr de vouloir faire tout décroître? Vraisemblablement non. Donc, je pense qu'une bonne façon de recadrer ce débat, plutôt que de dire croissance ou décroissance, ça serait de dire croissance, oui, mais de quoi? Et donc, croissance de l'économie, peut-être pas, croissance de la destruction de l'environnement, certainement pas, mais croissance du bien-être, pourquoi pas? Au contraire. Hein. Et donc, c'est plutôt la question des indicateurs alternatifs, c'est comment réorienter les priorités de la société, des politiques économiques et même des politiques sociales pour se focaliser vraiment sur les véritables intérêts des populations. Et quand je dis les populations, je ne pense pas uniquement aux populations humaines, hein, on peut élargir à d'autres espèces vivantes. Et donc vous nous demandiez qu'est-ce qu'on proposerait d'alternative, c'est assez simple en fait. Et là, c'est amusant parce que si vous avez fait des études d'économie, vous savez que
le point central en économie, bon, c'est vrai qu'en macroéconomie, voilà, il y a des cours sur la croissance du PIB, etc. Mais le concept central en économie, c'est le bien-être. En fait, l'économie est un peu l'héritière de l'utilitarisme de Bentham, voilà, une philosophie qui se centre sur le bonheur, et presque un peu trop, je dirais, parce que c'est une vision un peu étriquée du bonheur. Mais c'est intéressant de voir que le bien-être, c'est déjà central, en fait, dans l'analyse économique et dans l'évaluation des états des sociétés et des politiques publiques. Alors, le problème, c'est pourquoi l'économie n'a-t-elle pas fourni d'indicateurs pratiques accessibles, faciles d'usage, faciles à comprendre, qui reflètent bien le bien-être des populations, le bien-être des sociétés, et qui servent de phare, de boussole pour sortir de cette religion de la croissance matérielle trop étroite, pour aller vers quelque chose comme la croissance du bien-être, la croissance de l'épanouissement des êtres humains en particulier. Voilà, et donc, effectivement, il existe des alternatives. Là où je vais peut-être terminer, puis on pourra peut-être continuer un peu la discussion si vous voulez, mais je me heurte souvent, dans ce petit monde qui s'occupe des indicateurs alternatifs, je me heurte souvent à une résistance très forte à la proposition que je fais toujours, et qui est la suivante: il ne faut pas chercher un indicateur alternatif, il faut en chercher plusieurs, parce que la société n'est pas unanime sur ce que devrait être notre objectif collectif. Il y a des gens qui ont des philosophies de la vie et des philosophies de la justice sociale qui diffèrent. Il y a des écoles de pensée qui sont différentes, et donc il faut respecter cette diversité, ce pluralisme des écoles de pensée. Et chaque école de pensée a le droit d'avoir ses indicateurs, ses statistiques qui lui permettent d'évaluer, de comprendre ce qui se passe dans l'économie et dans la société de façon éclairée. Je me heurte toujours à une forte résistance quand je dis ça, et j'ai un peu de mal à comprendre, mais je me suis encore heurté récemment à cette résistance. Il y a un rapport qui vient de sortir d'un groupe d'experts qui a été mandaté par l'ONU pour proposer une alternative au PIB. Et j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec eux, de participer à des réunions, etc. Et donc j'ai essayé de leur vendre cette idée: ne proposez pas une recherche d'un indicateur alternatif, proposez quelque chose qui reflète le pluralisme de la société. Je n'ai eu aucun succès. Ça ne les intéressait absolument pas. Ils étaient un comité, ils avaient été mandatés, c'était leur job, c'est eux qui allaient proposer des indicateurs alternatifs. Et ils n'avaient pas grand-chose à faire des écoles de pensée des différentes sociétés. Donc c'était assez frappant. C'est tous des collègues, j'en connais beaucoup d'entre eux et je les aime beaucoup, mais c'était assez frappant de voir leur désintérêt pour une approche non technocratique, plus démocratique, plus respectueuse du pluralisme des sociétés. Alors au total, finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc le rapport qui est sorti le mois dernier ne propose pas d'indicateur alternatif unique. Il propose un tableau de bord avec différentes dimensions. Il y a 8 dimensions qui sont des dimensions assez standards sur le bien-être matériel, l'éducation, la santé, etc. Et des dimensions environnementales, des dimensions de sécurité et tout. Donc des choses assez standards. Mais en matière de synthèse, pour faire une évaluation de l'ensemble de ce qui se passe dans la société sur l'ensemble de ces dimensions, là, ils ont calé parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais ils n'ont pas non plus cherché à regarder ce qu'il y avait dans les écoles de pensée de la société. Donc ça, c'est un débat que je trouve assez passionnant. Pourquoi les économistes et les statisticiens sont aussi rétifs à simplement lire le journal et regarder ce qui se passe dans la société en termes d'écoles de pensée. Très bien. Juste revenir rapidement sur un point peut-être. C'est que les indicateurs alternatifs, ils existent quand même depuis longtemps, puisque les indicateurs du développement durable sont publiés chaque année alors par, je crois que c'est l'organisation de l'ONU qui s'occupe du développement. Hein. Ouais, c'est des indicateurs qui ont été mis en place quand même par un économiste célèbre, puisqu'il s'appelle Amartya Sen, qui a été prix Nobel d'économie. Mais ces indicateurs, on les utilise tout simplement pas, si vous voulez. Donc, moi, je crains fort que... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais c'est effectivement des indicateurs qui pondèrent le PIB par l'espérance de vie, l'accès à l'éducation des dos. Donc, moi, je ne suis pas certain que, même s'il y a une batterie d'indicateurs comme tu le souhaites, et moi, je pense que c'est la bonne méthode, je ne suis pas certain que ça va changer beaucoup les questions telles qu'elles se posent, qui concernent effectivement l'emploi, l'inflation, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, etc.
Très bien. Justement, je voulais revenir rapidement sur ce terme qui hérisse les poils de nombreuses personnes, la décroissance donc. Est-ce que c'est devenu maintenant un sujet sérieux ou est-ce que c'est encore pris comme quelque chose d'une posture militante parmi les experts, donc notamment en économie? La décroissance? Oui, tout à fait. Bon, je réponds en premier. Hein, bon. Oui, bien sûr. Surtout que moi je suis pas comme lui, moi je suis pas vraiment un théoricien. Donc, moi j'ai essayé de réfléchir à la transition énergétique au sens carbone fossile. C'est quoi les impacts en termes de croissance-décroissance? Bon. Moi j'ai travaillé, là, lui il a dit un peu qu'il avait été aux États-Unis, moi j'ai travaillé 4 ans en Algérie. J'ai fait ma coopération dans le secteur agricole et je suis resté au lieu de 16 mois. 4 ans, et j'ai fait ma thèse d'État sur le déséquilibre agroalimentaire algérien. Je ne vais pas expliquer à mes collègues algériens qui vivent dans un pays où encore plus de 90% des exportations, c'est du gaz et du pétrole, et où à peu près 45% des recettes fiscales, c'est du gaz et du pétrole, et où une grande partie du pouvoir d'achat des habitants, c'est du gaz et du pétrole, que sortir du gaz et du pétrole, ça ne va pas générer de la décroissance. Vous voyez, il faut être sérieux. C'est quoi le problème de la transition sortir des fossiles pour les pays qui sont extraordinairement dépendants des infrastructures et du capital qu'ils ont accumulé sur le fossile. Et ça concerne d'autres pays que l'Algérie où je n'ai pas vécu 4 ans. Donc, mais bon, vous voyez évidemment en ce moment ce qui se passe à Hormuz, etc. Je rappelle quand même que les deux principaux pays qui sont les plus gros exportateurs des 3 énergies fossiles aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique et la Russie, il faut le savoir quand même. Donc c'est pas neutre hein, dans les... Je prends l'autre extrême, les pays moins avancés. Dans les pays moins avancés, aujourd'hui, on a, grâce à ce qui s'est passé notamment en Asie et en Chine, un accès beaucoup plus facile qu'il y a encore 10 ans à des énergies zéro carbone, qui sont essentiellement le solaire et l'éolien. Bon. On n'a pratiquement pas d'infrastructures qui sont liées à la production ou à la consommation d'énergie fossile. Donc si effectivement on met un coup d'accélérateur à la transition énergétique, on va extraordinairement accélérer la croissance. Vous voyez, donc c'est le débat croissance-décroissance pour la transition énergétique, il se pose d'abord en fonction des structures des économies. Et comme tu l'as fort bien dit, évidemment, il ne faut pas faire croître tout, il ne faut pas faire décroître tout. Bon. Alors, en Europe, on est dans une situation un peu spéciale. On n'a pratiquement plus, enfin on a un petit peu encore, mais on n'a plus beaucoup d'actifs qui sont liés à l'extraction et à la production d'énergie fossile, mais on a partout des infrastructures qui sont liées à la consommation d'énergie fossile, soit pour produire des biens industriels, soit pour se transporter ou se chauffer. Bon. Donc, sur l'Europe et la France, l'impact de la transition énergétique sur le régime de croissance, ça va dépendre de la capacité qu'on aura à transférer des actifs bruns liés à l'énergie fossile vers des actifs décarbonés. Dans ces actifs, il y a des actifs financiers. On a fait tout un tralalaire avec McCartney en 2015 au accord de Paris. Les actifs financiers, ça circule à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est vraiment pas une difficulté. Vous n'allez pas me faire pleurer sur les risques de perte de, je ne vais pas citer de nom, mais des grands opérateurs financiers. Moi, j'ai passé 9 ans à la Caisse des dépôts et consignations, donc je vois un peu ce que c'est que la finance. Bon, à mi-temps, j'étais l'autre mi-temps à Dauphine. Quand même. Les actifs physiques, là, c'est un gros problème. L'actif physique, c'est un gros problème parce que quand vous avez un barrage ou un oléoduc, vous avez des actifs qui sont faits pour durer. Je vous donne un exemple juste. Moi, j'ai vu la plus grosse plateforme gazière offshore au monde. Je l'ai vue partir le long des côtes norvégiennes. C'était en 2019. On l'a installée en 2020 à la limite de la mer des Barents. Un truc comme ça vaut 10 milliards de dollars. On n'investit pas 10 milliards de dollars pour produire du gaz pendant 3 ans. Vous voyez le problème. Bon. Tout le problème des actifs échoués. Et le problème majeur, c'est les actifs humains. Parce que les emplois de l'économie décarbonée de demain ne sont pas les mêmes emplois qu'aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on anticipe ça? Je vous donne juste un exemple. J'ai introduit le grand débat public sur la première, on ne dit plus maintenant usine, on dit gigafactory, je ne sais pas pourquoi,
qui fait des batteries dans le nord, de ACC à Ouvrin. Bon. Effectivement, le truc, ça vaut un peu plus ça vaut 1,5 milliard, 500 millions, donc à l'échelle de la France, c'est un gros investissement. Bon, pas de... Bon. Mais le problème, ça crée quelques emplois locaux, effectivement, c'est que vous avez en France 230 fonderies qui travaillent à 80% pour le moteur thermique. Que vont devenir ces actifs dans les moteurs thermiques et toute la main-d'œuvre qui est dans les moteurs thermiques quand on aura électrifié le parc automobile et puis les boutiques. Oui, donc pour moi, vraiment, la question clé sur croissance-décroissance, c'est qu'évidemment, il ne faut pas faire croître le carbone, il faut faire décroître le carbone, il faut faire croître d'autres choses, et que suivant la structure des économies, c'est très différent, et que ça pose des tas de questions, d'ajustements, des choses comme ça, qui sont particulièrement compliquées dans des pays comme l'Europe et la France, où on n'est pas particulièrement doué pour tout ce qui est la flexibilité et la mobilité. Pour revenir à votre question qui était est-ce que la notion de décroissance c'est une posture militante ou est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant intégré dans les débats sérieux? La militance et le sérieux, ça ne va pas forcément en opposition, hein, mais et en fait, effectivement, il y a derrière le terme de décroissance un postulat qui est très discutable, qui est l'impossibilité de découpler l'activité économique et la destruction de l'environnement. Et donc, en gros, si on veut réduire la destruction de l'environnement, eh bien, il faut réduire l'activité économique et il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Donc, ce postulat, il est potentiellement discutable, hein. Il faut regarder, c'est une question empirique. On voit qu'il y a des formes de découplage qui se réalisent notamment entre émissions de gaz à effet de serre et activité économique. Donc, au moins, un découplage au moins relatif est observé dans un certain nombre de pays. Un découplage absolu, c'est-à-dire avoir une véritable réduction des impacts environnementaux accompagné d'une croissance, ça, on attend encore pour le voir. C'est un peu plus compliqué, mais on commence déjà à avoir des réductions effectives des émissions dans certaines zones. Donc, ce postulat que le découplage est complètement impossible est sans doute un peu exagéré. Et donc, il faut avoir un débat sérieux, mais ce débat doit être empirique, technique, un peu comme ce qu'évoquait Christian à propos des actifs potentiellement échoués. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une transition vers des actifs qui soient réellement verts? Alors, je voudrais rapidement évoquer un travail que je suis en train de faire avec un étudiant qui essaie de proposer un angle, une perspective sur cette question du découplage qui est un petit peu différente pour réintroduire la question du bien-être dans cette affaire-là. Et donc, au lieu de se demander si l'activité économique peut être découplée de la destruction de l'environnement, on peut se demander si le bien-être, la croissance du bien-être peut être découplée de la destruction de l'environnement. Alors, une façon de l'analyser qui est très simple et qui consiste à écrire des ratios qui succèdent les uns après les autres, ça consiste à dire, au fond, notre bien-être, il dépend encore trop de l'activité économique, alors que, en fait, il pourrait se concentrer davantage sur des choses qui ne sont pas dans le système économique, et notamment la qualité des relations sociales. On pourrait améliorer beaucoup le bien-être des gens si on améliorait un certain nombre de choses du côté non seulement de leur santé psychologique, mais aussi de leur santé collective en termes de relations sociales. Et donc, découpler, si je peux dire, le bien-être de l'activité économique, hein, c'est ce que certains appellent la démarchandisation, notamment lorsqu'on parle de l'activité économique qui est très largement marchande dans nos économies. C'est une première façon d'envisager les choses. Et après, quand on regarde le découplage dans les termes suivants, eh bien, on peut essayer de découpler l'activité économique de l'usage de matière, et ça, c'est la dématérialisation de l'activité économique, aller de plus en plus vers l'économie de la connaissance, vers l'économie de la science, etc., ou de la culture, et aller dans cette direction, donc avoir des supports matériels qui deviennent de moins en moins essentiels à la valeur, à la création de valeur économique. Et puis enfin, il y a la question effectivement assez physique et technique qui est le découplage entre l'usage des matériaux et les destructions de l'environnement. Et donc ça passe en particulier, mais pas seulement, par la réduction des extractions et le développement de la circularité, hein, le recyclage tous azimuts et la circularité. Voilà, donc c'est une façon un peu partielle, pas du tout complète de voir les choses, mais je trouve que
elle clarifie un peu les idées. Donc si on veut découpler, pour résumer, si on veut découpler le bien-être et la destruction de l'environnement, il faut démarchandiser, dématérialiser et circulariser. Alors, votre maître mot, ça reste le bien-être. Vous défendez la primauté du bien-être sur l'économie, si j'ai bien compris. Et il me semble que dans vos travaux, vous insistez beaucoup sur la redistribution et la démocratie participative. J'ai juste jusque-là. Ma question, c'était comment est-ce qu'on peut concilier ces objectifs avec l'urgence climatique, qui nécessite souvent des décisions qui sont assez rapides et centralisées. En fait, est-ce qu'on peut vraiment atteindre un consensus démocratique quand on doit prendre des mesures radicales ? Alors Christian pourrait répondre à ça mieux que moi, parce qu'il a suivi de plus près, je crois, les travaux de la Convention citoyenne. En fait, je vais faire une esquisse de réponse et Christian complétera. Effectivement, il y a l'illusion chinoise qui pénètre un certain nombre de débats. C'est-à-dire, ah oui, si on avait un régime vraiment autoritaire, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, etc. Donc il faut tempérer cette illusion chinoise, si je peux me permettre de citer un pays, mais voilà, c'est juste un pays, symbole, sans le nom du pays a peu d'importance, mais effectivement, il y a cette question importante qui est on a besoin d'une transition rapide, les choses sont trop lentes, et comment peut-on le faire dans un système démocratique ? En fait, quand on regarde ce qui se passe, les freins ne viennent pas des mécanismes démocratiques, les freins viennent, voilà, c'est un diagnostic que je propose. Je ne suis pas spécialiste de sciences politiques et Christian pourra compléter et me corriger, mais les freins viennent justement de phénomènes non démocratiques. Les freins viennent principalement de lobbies économiques, de lobbies financiers. Et lorsqu'on pose la question aux citoyens, comme ça a été fait par exemple dans la Convention citoyenne pour le climat, bien, les citoyens apportent des réponses qui ne sont pas idiotes du tout. Et donc, a priori, je dirais qu'il y a plutôt une convergence, une corrélation positive entre le degré de démocratie et le degré d'ambition dans les politiques environnementales. Et malheureusement, c'est le déficit de démocratie qui nous empêche d'aller plus vite, plus fort en la matière. Voilà, c'est une hypothèse que je pose, hein, encore une fois, sans prétention de science politique. Bon, là on rentre dans des choses un peu... Moi je ne suis pas du tout spécialiste de sciences politiques. Moi je pense deux choses qui me paraissent importantes. Le premier, c'est la question des politiques climatiques. Et les économistes ont une part de responsabilité. On a un peu considéré dans l'espèce de microcosme des économistes du climat, je dis vraiment c'est un microcosme, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Hein. Enfin, on n'était pas nombreux, maintenant il y a quand même plus de candidats. On a toujours considéré que l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, était prioritaire sur l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et même, on se disait, si on conseillait au pouvoir public de trop investir dans l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, on n'aura plus assez pour l'atténuation. Bon. Un peu comme si c'était un espèce de choix d'investissement où ce que tu ne peux pas mettre sur A, tu le mets sur B réciproquement. Bon, ce qui est complètement faux. Dans la pratique, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes et les mêmes enjeux locaux. Donc moi, je pense qu'une grande partie de l'acceptabilité des transitions qui sont lourdes, il ne faut pas sous-estimer l'incroyable recomposition de l'économie que représente cette transition. Hein. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux acceptée par les citoyens que si on rééquilibre le volet adaptation par rapport au volet atténuation. Et c'est assez lié en partie avec la biodiversité. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans la reconstitution d'un milieu vivant, vous en avez assez vite les bénéfices locaux. Alors que si vous avez réduit vos émissions de gaz à effet de serre de 25% sur les 3 dernières années, ça ne va rien changer à votre mode de vie. Et, oui, donc je pense que ça, c'est très important. Et il y a un volet sur lequel c'est très important, c'est le volet agricole. Alors,
vous n'ignorez pas qu'en ce moment, on est en train d'essayer de voter au Parlement une loi d'orientation agricole. Et vous n'ignorez pas que, bon, quand même le dire, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, on est quand même dans un contexte qu'on appelle le backlash climatique, et backlash climatique, hein, en matière agricole, il est particulièrement important. Moi, il se trouve que je travaille pas mal sur l'agriculture, j'ai fait ma thèse d'état dessus, bon. Et j'ai l'occasion de faire des interventions, pas tous les mois, mais quand même, je fais dans l'année entre 5 et 10 interventions devant des publics agricoles. Je ne leur raconte pas des choses différentes de ce que je vous raconte, simplement. Et je n'ai jamais été sorti de la salle, hein, y compris des salles beaucoup plus remplies que la vôtre, avec plein d'agriculteurs. Je n'ai jamais commencé une présentation à des milieux agricoles en leur disant « il faut réduire vos émissions de gaz à effet de serre, vous avez trop de vaches ». Non. On part des impacts du réchauffement climatique qui durcissent le métier des agriculteurs. Et une fois qu'on part des impacts du réchauffement climatique qui durcissent... Alors là, ils vous écoutent, les gars. Vous voyez, bon. À partir de là, effectivement, on engage toute une démarche. Mais comment peut-on devenir résilient par rapport à ce durcissement des conditions climatiques? Et assez rapidement, on va voir que la résilience aux impacts du réchauffement climatique passe par des changements de méthodes agricoles qui, je ne rentre pas dans les détails, consistent à basculer d'un système qui s'est beaucoup trop industrialisé, monoculture, enfin, à base de monoculture, de chimie, etc., vers de l'agroécologie. Et à ce moment-là, on va découvrir que c'est en visant la résilience et l'agroécologie qu'on va pouvoir également adopter des pratiques agricoles qui sont moins perturbantes pour le climat, à la fois pour les émissions hors CO2 spécifiques de l'agriculture et aussi pour le stockage du CO2 dans les sols. Bon. Donc ça, c'est quand tu causes à des agriculteurs en Beauce ou dans le Perche ou ailleurs, en Bretagne. J'ai fait un truc en Bretagne avec 500 agriculteurs devant moi. Je suis sorti vivant. Hein. Au sud, bon, moi je suis engagé dans une ONG de développement agricole. Qu'est-ce qu'on fait dans le bassin arachidier du Sénégal, hein, qui n'est pas la région mitoyenne, hein, du Sahara, qui est un peu une région centrale on fait de l'agroécologie. On développe avec des petits producteurs agricoles des méthodes de production qui consistent à réintroduire du vivant. Là où, pendant une période coloniale qui malheureusement s'est poursuivie sous l'angle des mises en valeur agricoles assez longtemps après l'indépendance, on a pratiqué de la monoculture qui érode complètement les sols. Et évidemment, il y a un aspect lutte contre la pauvreté qui est la raison d'être, hein, d'Agri-Sud International, mais il y a des volets écologiques extrêmement importants. Et puis, alors je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on met des barrières végétales. On met chaque fois qu'on peut des arbres associés au sol, on fait revivre les sols. Et qu'est-ce qu'on fait? On freine la désertification. Et c'est beaucoup plus efficace que les espèces de programmes qu'on a longtemps voulu faire. On disait on va planter des milliers d'arbres. J'ai vu en Algérie, hein, des programmes de la Banque mondiale. 3 ans après, les conscients de la Banque mondiale revenaient voir les arbres, ils ne sont pas là, non, parce qu'on avait oublié qu'il y avait des pasteurs et des systèmes. Oui, donc je pense que une grande partie des questions, alors évidemment démocratie, dictature, moi je suis démocrate et je resterai démocrate, et je pense que c'est pas de la science politique, c'est bon. Mais il me semble que la question extrêmement importante aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on obtient, non pas l'acceptabilité, mais la désirabilité de cette transition en partant de l'impact du réchauffement climatique et de la baisse de la biodiversité sur la condition de vie des producteurs, des citoyens. Et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne le carbone vivant, qui, à mes yeux, deviendra la question majeure sur le climat d'ici 1 ou 2 décennies, parce que la transition sur le carbone fossile, elle est commencée. Alors, elle est très chaotique, elle est trop lente, et là, comment on dit, la décorrélation,
la décorrélation entre le PIB et les émissions, on la voit déjà, elle est très manifeste en Europe, et je pense qu'on va bientôt la voir en Chine. Enfin, pour l'instant, on ne la voit pas encore tout à fait, mais bon. Mais sur le carbone vivant, on n'a rien décorrélé pour l'instant. Hein. On n'a rien décorrélé. Et les rétroactions climatiques, elles continuent. Oui. Donc je pense que ce point me paraît très important. Est-ce que je peux ajouter un mot à propos de la démocratie? Il y a un volet de la démocratie qu'on évoque très rarement et qui est pourtant sans doute assez important, c'est la démocratie dans l'entreprise. On pense souvent à la démocratie politique, et je parlais de convention citoyenne, mais en fait, les entreprises qui sont plus démocratiques dans la mesure où elles intègrent plus leurs parties prenantes dans les prises de décision, elles sont en général plus attentives à leurs responsabilités sociétales. Et donc, voilà, alors que celles qui sont concentrées uniquement sur le profit pour l'actionnaire, hein, la valeur pour l'actionnaire, ont une attitude beaucoup moins ouverte par rapport à ces questions. Donc c'est une dimension qui est importante. Il y a des réflexions sur la démocratie dans l'entreprise qui ont eu lieu depuis très longtemps et qui acquièrent récemment un dynamisme nouveau. Il y a des mouvements qui ont... Il y a un rapport qui a été remis au gouvernement espagnol récemment sur la question. Donc voilà, les choses bougent aussi sur ce front-là, et je pense que la question de la responsabilité sociale de l'entreprise a beaucoup à voir aussi avec la démocratie dans l'entreprise. Oui, et je remets une couche, la démocratie locale aussi, qui est liée souvent, mais on voit très bien qu'il y a des choses incroyables qui se passent lorsqu'on arrive à créer des réseaux décentralisés localement, avec à la fois des entreprises qui sont... plus citoyennes que d'autres, avec des acteurs de la société civile, etc. Enfin, c'est vraiment très... Il faut quand même aujourd'hui trouver des trucs qui marchent et qui vous donnent un peu d'espoir, quoi, parce que effectivement, tout n'est pas rose quand même, quoi. Très bien, je vous remercie en tout cas. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous avons un petit quart d'heure pour y répondre.